Salut Thomas. Salut Arnaud. Eh ben merci de venir ici pour le podcast. Avec Je suis content de faire cette discussion avec toi. Est-ce qu'on pourrait commencer déjà par l'explication un petit peu de ton parcours? Si tu pourrais revenir en quelques mots sur ce que tu as fait depuis quelques années. Compte tenu du thème du jour, j'ai envie de te dire pour commencer que je suis un consultant repenti. J'ai fait du conseil à la sortie de mes études en école de commerce. Mon sujet c'était la RSE, comment on fait en sorte que les entreprises aient des politiques de responsabilité sociale et environnementale qui soient plus au niveau des enjeux que sur les nôtres et qui malheureusement sont de plus en plus importants. Et repenti parce que j'ai pu mesurer à quel point il était difficile d'accompagner le changement dans ces entreprises-là quand on est à l'extérieur de ces entreprises. Et c'est là que j'ai voulu basculer, ça c'était en 2016-2017, du côté de l'entreprise qui veut faire, et en étant la personne dans cette entreprise qui pousse pour que ça se fasse, en étant au quotidien présent, ancré avec les équipes, plutôt que en externe et présent de temps en temps pour mener des études, faire des enquêtes, voilà. Et donc ça m'a amené en 2017 à rejoindre Norcis, qui est une entreprise familiale. On est 750 aujourd'hui. On est une ESN, voilà, qui est née il y a 30 ans, qui a été créée par mon père. Et donc là, j'avais un super terreau fertile pour essayer de pousser vraiment plus loin le curseur de l'engagement sociétal de l'entreprise. Comment on met par ses activités, ses processus, mais surtout par son business, ses compétences au service de l'intérêt général pour résoudre des enjeux sociaux et environnementaux. Alors on prendra des exemples ensuite, mais c'est vraiment ça qui me motivait le plus. Et je cherchais un lieu pour le faire et en poussant très loin le curseur. Donc quand j'ai rejoint la boîte, on a mis en place tout un tas de choses qu'on va évoquer ensuite pour faire en sorte que aujourd'hui et encore plus demain, Norcis ce soit une entreprise de services numériques qui soit utile pour les humains, mais aussi et surtout qui préserve le vivant. Ok. Non mais très intéressant. Effectivement, tu as passé beaucoup de temps chez Norcis et tu y es encore. Mais tu as une histoire particulière avec cette entreprise. Et vous avez du coup développé un concept qui vous est propre, qui est la perma-entreprise, si je comprends bien. Et justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur déjà la définition de ce terme-là, parce que les gens connaissent pas forcément. Et puis on discutera ensuite de comment est-ce que vous le mettez en place opérationnellement chez Norcis. Ouais. La perma-entreprise, c'est un modèle de développement de l'organisation. Quand je dis développement, ça veut dire on peut développer les ventes, mais on peut développer plein d'autres choses. Un modèle de développement de l'entreprise et de l'organisation au sens plus large du terme, qui s'inspire beaucoup de la permaculture. Pourquoi ? Parce que pour différentes raisons, quand on s'est intéressé à ce qu'est la permaculture, sachant que ça a été théorisé plus largement dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait dedans les fondements de ce qui nous semblait être un modèle qui allait vraiment prendre en compte les enjeux sociétaux au cœur. Et ça d'ailleurs, c'est les entreprises que revendiquent souvent. On met l'humain au cœur du projet. La stratégie climat est au cœur de nos priorités. Bon, si tout le monde faisait vraiment ce qui est dit, a priori, le monde irait un petit peu mieux. Donc, mon propos, c'est, en fait, on n'est absolument pas au niveau de ce qu'il faudrait avoir aujourd'hui pour vraiment traiter ces enjeux-là. Les entreprises sont pas responsables de tout, mais elles ont un rôle à jouer pour contribuer à la réponse aux enjeux, notamment pour beaucoup mieux préserver les ressources utilisées. Et donc, la perma qui s'inspire beaucoup de la permaculture, la perma-entreprise, c'est le modèle de développement de l'entreprise qui va enfin réussir à concilier les enjeux business, les enjeux de viabilité économique de l'entreprise et les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. Et ça, on y arrive parce que dans ces fondements, il y a notamment 3 principes éthiques qui sont indissociables. C'est-à-dire que je ne les considère plus de temps en temps l'un et l'autre. C'est les 3 ensemble et tout le temps. C'est prendre soin des humains, préserver la planète, fixer des limites et partager les richesses. Et ça le 3e en particulier vient vraiment chatouiller le monde économique qui, historiquement, partage assez peu les richesses qu'il crée. Et globalement, c'est pas trop se fixer de limites, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt à la boulimie de la croissance, à tout prix. Et donc en fait, la perma, ce qu'elle apporte, c'est une formidable capacité à définir pour quelles raisons est-ce qu'on doit croître ou on doit développer pour répondre à quels enjeux. Et du coup, arriver à se donner les moyens de le faire efficacement. Et ça, c'est un autre point fort de la permaculture, c'est qu'elle arrive à produire des fruits et des légumes en permaculture de façon très efficace, en étant très sobre dans l'usage des ressources. Donc en fait, tu développes ton entreprise en étant sobre dans les ressources que tu utilises. Donc ça peut vouloir dire des économies de coûts, évidemment. Ça peut aussi et surtout vouloir dire que tu vas savoir allouer tes ressources de la meilleure façon possible pour continuer à te développer, mais en te rendant utile. D'accord, ok. Et justement, oui, sur le dernier, se fixer des limites, je suis d'accord avec toi, la plupart des boîtes, et d'autant plus dans ce secteur-là, conseil ESN, c'est la croissance pour la croissance. Du coup, il y a, je pense, pas mal de gens qui doivent se dire, si je fais des efforts pour avoir plus d'impact, je vais avoir moins de croissance. Qu'est-ce que tu réponds à ces choses-là Je réponds qu'à mon avis, c'est une idée reçue assez terrible, parce qu'en réalité, quand on voit tout ce qu'il y a à faire
pour réussir à transformer notre société afin qu'elle soit beaucoup plus vertueuse et plus équitable, en fait, il y a un boulevard pour développer des activités nouvelles. Moi, je pense que c'est une erreur de penser qu'on va se limiter à la croissance. Par contre, il est certain que si on décide de renoncer à certains potentiels de développement, il faut créer les conditions pour aller en chercher ailleurs. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'à mon avis, les entreprises qui, dès aujourd'hui, se donnent les moyens de planifier ça, d'accompagner leurs équipes commerciales pour qu'elles soient en capacité de le faire, d'accompagner leurs équipes opérationnelles pour qu'elles soient en capacité d'avoir les bonnes compétences pour servir les clients, à mon avis, c'est celles qui vont gagner de plus en plus demain. Et Norcis en est un exemple, puisque nous, ça fait bien longtemps qu'on se pose et qu'on instruit ces questions-là, qu'on s'outille pour le faire. C'est pour ça qu'on a inventé le modèle de la perma-entreprise il y a 4 ans. Et aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres économiques de Norcis, l'histoire nous donne raison. Puisque on fait quasiment chaque année la même croissance, si ce n'est plus que la moyenne de notre secteur d'activité. Dans des périodes un peu complexes comme celle du Covid, le marché décroît, nous on continue de croître. Donc c'est bien la preuve qu'on peut sérieusement considérer les enjeux sociétaux tout en restant une entreprise pérenne et même performante économiquement. Et quand tu parles justement de nouveaux relais de croissance, formation des commerciaux, etc., vous avez dû faire ces choix à un moment donné avec Norcis, se dire on va développer plutôt telle et telle offre parce que c'est le sens de l'histoire et c'est dans nos convictions. Vous l'avez fait très dernièrement là. Oui, enfin en tout cas on l'outille de plus en plus, mais en fait c'est un cheminement qui est de 15-20 ans parce que en 2013 on obtient la première labellisation RSE avec le niveau exemplaire qui est la norme engagée RSE. Et si tu veux, depuis lors, et évidemment, il y avait des prémices parce que tu deviens pas exemplaire du jour au lendemain. C'est qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites sur les volets humains, environnementaux. Exemplaire, ça veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'à l'époque, selon les standards de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, on était parmi les meilleurs. Et pour autant, on n'était pas satisfait de ce que ça nous apportait. On voulait vraiment pousser un peu plus loin la réflexion de comment on peut s'engager pour l'intérêt général, et notamment par le business, parce que ça, c'est historiquement assez peu regardé par les normes. Les normes regardent beaucoup les écarts de salaire, la parité, la réduction des déchets, du CO2, ce genre de choses, la formation, le bien-être au travail. Mais tu peux faire tout ça bien et continuer à développer des offres de produits et de services qui sont mortifères, qui sont inéquitables, qui sont destructeurs pour la planète. Donc la question la plus complexe que toute entreprise doit se poser aujourd'hui, mais que trop peu se pose encore aujourd'hui, c'est à quoi je sers et pourquoi je fais du business. Pour répondre à quels besoins humains et tout en préservant les ressources naturelles, préserver la planète. Voilà ce que nous on essaie de faire, et donc dans ce cheminement-là, on devient Bicorp, on en parlera peut-être après. C'est un label qui lui regarde beaucoup la dimension business. On devient société à mission, c'est-à-dire qu'on définit une finalité à l'existence de l'entreprise qui n'est pas business, et donc le business devient un moyen au service de cette mission qui est en gros, je te la citerai tout à l'heure, mais faire du numérique utile aux humains tout en préservant la planète. Et puis voilà, on superpose un peu en réalité les dispositifs, des labels et des normes, ce qui est pas très intéressant pour les équipes, pas très mobilisateur, et puis un peu compliqué à piloter, parce que quand tu te retrouves avec 4 référentiels de 150 indicateurs, c'est impilotable. Et c'est là notamment qu'on se dit tiens, il faut qu'on réinvente l'entreprise avec un nouveau modèle, qu'on soit beaucoup plus efficace à travers le pilotage de tout ça, et donc on invente la perma-entreprise, parce que business et RSE, ça fait un seul et même ensemble qui est beaucoup plus efficace à manager, à piloter, et surtout qui nous a permis de bien mieux mobiliser nos équipes. D'accord, donc du coup vous suivez maintenant vos propres indicateurs qui sont potentiellement différents ou plus lisibles que l'ensemble des labels que vous avez pu avoir par le passé. Alors oui et non, parce que justement pour être efficace, alors certes on a nos propres indicateurs parce que finalement c'est ceux qui parleront le plus à nos équipes, et puis notre écosystème plus largement, nos clients, nos parties prenantes. Mais en réalité, et je te dis encore une fois, l'efficacité est vraiment un prisme très important à tout ça, sinon ça marche pas. C'est que on a couplé à la fois des indicateurs qui nous sont propres et des indicateurs qui sont issus des normes et des labels que je citais, parce que comme ça j'ai un seul et même ensemble à piloter, qui me permet à la fois d'adresser nos enjeux et nos spécificités, nos singularités en tant qu'entreprise de services numériques, familiale, etc., qui a 12 implantations en France et au Maroc, etc., mais aussi de suivre plus régulièrement des indicateurs qui vont être contrôlés par des organismes externes, tous les 2-3 ans, dans le cadre des normes que je citais précédemment. D'accord, ok. Et du coup, j'ai plus 4 référentiels. Je regarde les 4, mais pas tous les ans, ou pas au quotidien, certainement pas. Par contre, j'ai une stratégie perma-entreprise, sur laquelle on anime toutes nos agences, avec lesquelles on consolide des données groupes, où on fait un grand audit tous les 2 ans. Et ça me permet d'avoir un pilotage beaucoup plus fin, une mobilisation beaucoup plus active de mes équipes sur la démarche d'entreprise au sens large.
On va y revenir sur les indicateurs forcément, parce que moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les 3 piliers dont tu as parlé tout à l'heure de la perma entreprise, et qu'on voit un petit peu concrètement ce que vous faites chez Norcis là-dessus. Si on prend le premier, justement, prend soin des humains. Alors, ce que j'ai vu, c'est que vous aviez d'ailleurs un taux de turnover qui est très faible sur le marché, aux alentours de 7-8%, si je comprends bien. Dis-moi si c'est un peu plus bas, un peu plus haut. Mais bon, qui est quand même très bas par rapport au marché, qui se situe plutôt à 20-25% quand même dans les ESN cabinets de conseil. Donc ça, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous, qu'il n'y a pas chez les autres. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à fidéliser les gens, ou justement sur ce premier pilier, prend soin des humains? Alors les données marché 2023 que j'ai en tête, en gros c'est 26-28% pour le marché, 12-13% chez nous. Ok. Sachant qu'on essaie d'être assez fin dans l'analyse, donc on regarde aussi parfois la différence entre le turnover subi, c'est-à-dire notamment quand on se fait débaucher des gens, etc. Parce que c'est pas forcément toi qui est à l'origine du départ. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en tout 12-13%. Et en fait, alors là encore, c'est un cheminement, hein, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est beaucoup de choses qui sont faites depuis longtemps, et heureusement beaucoup d'entreprises font plein de choses bien pour donner envie à leurs équipes de rester, mais surtout en trouvant des missions qui sont intéressantes, en donnant les moyens de s'épanouir, en ayant des conditions de travail qui soient bonnes. Mais moi, je pense qu'il y a un truc ces dernières années qui a beaucoup joué aussi, c'est que, notamment avec le Covid, il y a eu des points de rupture dans les modes de travail où tout d'un coup, tout le monde est passé en full remote. Il y a des habitudes qui se sont installées en termes de télétravail. À mon avis, ça a aussi créé de la distance et de l'isolement pour des personnes qui, petit à petit, se sont retrouvées à plutôt être en interaction physique et humaine avec leurs collègues. Donc nous, ce qu'on essaie de développer depuis, en particulier ces dernières années, c'est d'avoir des propositions vis-à-vis de nos équipes qui permettent de tendre vers ce qu'on pourrait appeler du travail à la carte. C'est pas simple à mettre en place, mais en tout cas, c'est d'avoir tout un tas de dispositifs pour être très à l'écoute des besoins de chacun, de chacune dans l'entreprise, et faire en sorte qu'on puisse adapter les modalités de travail, qu'on cherche à trouver les meilleures missions possibles en termes de proximité, d'intérêt technique, fonctionnel selon les profils, etc. Et donc, tu vois, ça, c'est un ensemble de choses qu'on met en place, aussi avec une planification des parcours sur le temps long, pour pouvoir amener dès le départ quelqu'un vers l'idée qu'il pourrait devenir, depuis qu'il est développeur, à un poste de manager, de responsable opérationnel, etc., avec tout le chemin qu'il va devoir parcourir. Et ça, je pense que ça concourt à ce que nos équipes soient fidèles. Alors ça, c'est très lié à nos métiers, mais je peux aussi te citer évidemment nos engagements. Et par exemple, le modèle PERMA, où dans nos dernières enquêtes, on a 93-94% des salariés qui se disent fiers d'être chez Norcis pour ça, qui considèrent que le groupe Norcis se donne vraiment les moyens de respecter les 3 éthiques, ce qui est assez énorme en termes de pourcentage, hein. Quand tu as 93% de 700 personnes, tu vois, c'est que vraiment tu fais les choses avec sincérité. Le fait qu'on ait cette raison d'être dans nos statuts et qu'on soit contrôlé aussi donne beaucoup confiance dans le fait qu'on a une intention qui est sincère et qui est juste. Tout ça concourt, je pense, à fidéliser beaucoup les équipes. D'accord. Oui, donc il y a ce sujet de la mission, le sujet du parcours de carrière, le sujet du télétravail, ce que tu disais. Sur le télétravail, quand tu dis à la carte, c'est-à-dire, j'imagine qu'ils doivent quand même aller chez le client, si le client est exigeant sur le présentiel, mais c'est plutôt lorsque le client est tolérant, vous l'êtes aussi, et du coup la personne peut télétravailler. Et puis chez nous, tu vois, en moyenne, le télétravail c'est 2,7 jours par semaine. D'accord. Donc, tu vois, on est quasiment 50-50 entre présentiel et distanciel. Évidemment, comme on est prestataire de service, ça peut dépendre des clients. Il y a des clients qui sont peu ouverts à l'idée que des prestataires soient en travail à distance. C'est pour ça que d'ailleurs dans nos métiers, on le citait tout à l'heure, l'accompagnement des commerciaux, par exemple sur l'orientation du business développement, mais c'est vrai aussi en fait sur les modalités contractuelles, notamment de conditions de travail pour les équipes en presta. En fait, c'est un accompagnement important de temps long, parce que si on veut pouvoir garantir les mêmes conditions de travail à nos équipes qui sont chez nos clients et celles qui sont dans nos locaux, pour qu'elles soient similaires, il faut vraiment un travail amont important pour que les cadres contractuels le permettent. Et ça, c'est pas simple du tout. Par ailleurs, on a 150 clients différents, donc c'est quasiment 150 modalités différentes. Mais l'idée centrale étant, essayons d'être le plus à l'écoute possible des besoins des salariés et d'adapter les conditions pour qu'ils puissent avoir celles qui leur sont le plus favorables. Et sur les 150 clients, d'ailleurs, je fais une petite digression là-dessus, mais t'as l'impression que de plus en plus tolèrent le télétravail ou l'acceptent pour vos consultants? Ouais, ça dépend, parce qu'il y a aussi des vagues de temps en temps où tout d'un coup, tout le monde y était très ouvert parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix, et puis que ça permettait d'économiser des coûts sur, par exemple, les espaces de travail. Il y a des boîtes qui ont fait des sacrées coupes budgétaires sur les espaces de travail. Et donc, on s'est même retrouvé parfois à héberger des salariés de nos clients parce qu'ils n'avaient plus la place pour héberger les équipes, tu vois. C'est quand même assez marrant. Et puis, il y a des vagues où non, en fait, il faut que tout le monde revienne parce que justement, là, on se rend compte que la distance commence à poser des problèmes au niveau opérationnel, que
nos KPI de performance sont un peu en décroissance, enfin en régression. Donc je saurais pas faire une généralité, mais ce qui est certain, c'est qu'on essaie vraiment d'avoir un dialogue nourri sur ces choses-là pour que on puisse permettre à ce que chacun ait les meilleures conditions. Pour moi, c'est vraiment la clé. Oui, donc puisse faire du télétravail, même s'il est avec son client, arriver à tisser ce lien de confiance avec le client final pour que le télétravail puisse être possible. Ça vous permet justement de garantir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité au travail pour vos consultants chez Norcis, c'est ça? Et puis un maximum d'équité entre tous les salariés dans l'entreprise. Oui. Même si c'est compliqué, hein, on est prestataire de service, donc mais on tend vers cet idéal et en tout cas on essaie de se donner les moyens de pouvoir y arriver. Ok. Et donc si un client est ok pour le 100% télétravail, vous le permettez? C'est-à-dire que moi je suis chez Norcis, je travaille pour un client final X, il dit ok pour le télétravail, moi je peux faire 5 jours par semaine. J'ai pas de réponse unique à ça dépend vraiment du contexte de la personne, de ses capacités à rester performante, dédiée à ses missions sur les temps impartis, etc. Donc comme je dis, c'est à la carte, mais ça peut arriver, et on en a quelques-uns chez nous par exemple qui sont full remote, aussi parce qu'ils ont pas de présence avec ils sont pas localisés là où nos agences se trouvent. Ouais. Par exemple, parce que tu as un parcours de vie qui t'amène ailleurs et que on peut créer des conditions pour ça. Mais en réalité, l'enjeu central, c'est aussi d'avoir... nous, on propose quand même un projet d'entreprise qui est assez singulier et qui se réussit si on arrive à faire des choses ensemble. Et là, il n'y a pas de magie. Si les gens ne se voient jamais, il y a plein de choses qui ne se passent pas. Parce qu'il n'y a pas les échanges de la machine à café, pour plein de raisons. Donc même des personnes qui seraient full remote, à mon avis, on doit quand même avoir la capacité, c'est ce qu'on essaie de faire, de les avoir en agence une fois de temps en temps, parce que et je pense que même pour elles, en fait, c'est important d'avoir ces liens sociaux qui se nourrissent, ces liens qui se tissent, parce que ces liens qui se tissent, c'est des opportunités pour la suite, c'est de la solidarité dans les projets, c'est plein de choses. Et je crois assez peu au fait qu'on puisse être une entreprise avec le niveau d'engagement sociétal qu'on a et tout ce qu'on essaie de faire en plus de nos métiers, si on est tous en remote. À mon avis, ça peut. En tout cas, après 4 ans de vie assez centrée sur le télétravail, je n'y crois plus. Et alors, sur ce premier pilier aussi, prends soin des humains, parce que je le mets là-dedans aussi. Tu me diras si c'est pas le cas, mais je prends le sujet de la représentativité des femmes dans l'univers de la tech et en particulier dans les ESN. Je vois aussi que vous avez une grosse proportion justement de femmes, en tout cas plus que le marché, alors, tu me diras aussi si les chiffres sont bons, mais autour de 28-29% des effectifs, c'est ça, ce qui est quand même énorme par rapport au marché. Moi, j'entends plutôt des ESN qui me disent on est autour de 10-15. Là aussi, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Moi, je suis dirigeant d'une ESN, j'ai envie justement de laisser plus de place aux femmes et arriver à plus de recruter de femmes, parce que je suis confronté à ce problème-là de sous-représentativité. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Norcis qui a fait que vous avez l'impression que ça fait la différence là-dessus? Déjà, et ça je pense que tout le monde te le dira, le problème qu'on a, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, tu as 10-15% de femmes. Donc forcément, déjà à la source, on a un petit souci. Donc ça, en tant que SN, on peut pas y faire grand-chose. On peut être en partenariat avec des écoles. Donc nous, on fait plein de choses. On soutient des associations, par exemple, pour les femmes dans la tech, avec notre fondation, pour que justement ça crée des vocations. On essaie de participer activement et à travers des représentations féminines dans des écoles à faire connaître nos métiers, notre projet d'entreprise. Et je pense que ce projet d'entreprise, il joue pas mal justement sur le fait qu'aujourd'hui on a peut-être une attractivité plus forte sur des publics féminins, qui est que on n'est pas que une boîte tech. On est une boîte qui s'engage pour l'humain et la planète. Et je pense qu'il y a une sensibilité plus forte aujourd'hui, sans faire des clichés, mais je dis les publics féminins sur ces sujets-là. On pourra reparler de Bicorp et autres où tu as beaucoup de présence féminine dans les entreprises, dans les associations, etc., qui offrent sur des sujets d'engagement sociétal. Et puis après, il y a aussi tout ce que tu mets en place dans l'entreprise, et ça c'est un travail pareil de temps long. On a une DG qui est issue des RH et qui aujourd'hui pilote Norcis, qui est très sensible à tout ça. C'est de créer aussi des parcours pour que les femmes puissent avoir leur pleine place dans l'entreprise, y compris dans une entreprise ou dans un univers qui lui est assez masculin. Donc donner de la confiance, lutter contre les préjugés. Donc on a des formations là-dessus, lutter contre ses propres préjugés. Si on sort des clichés, on va vraiment aller chercher chacun dans ses biais cognitifs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que aujourd'hui on ait des chiffres qui soient meilleurs que le marché, mais on est encore loin de la parité. Oui, effectivement, c'est bon relativement à ce que font les autres, mais on est encore loin, effectivement.
D'accord, mais pour autant, vous avez des formations que vous avez construites vous-même pour sensibiliser les gens sur ces sujets de mixité. Alors, d'inclusion. mixité, mais même au-delà, quand on dit lutter contre ces préjugés, ça dépasse le simple cadre ou l'unique cadre de la parité femmes-hommes, hein, mais voilà, où je pourrais te citer aussi le fait qu'on a fait un gros boulot depuis des années pour que les écarts de salaire soient réduits au néant, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun écart de salaire entre hommes et femmes au même niveau de compétences dans l'entreprise. Voilà, maintenant le sujet, c'est plutôt comment on continue à créer des filières et des passerelles pour que des femmes puissent accéder davantage à des postes à responsabilité. Ça, c'est un autre sujet qui est pas simple à aborder, mais parce que là, il y a aussi toute une construction sociale qui fait que la place de la femme au sein du foyer lui laisse peut-être moins de liberté que l'homme dans son parcours professionnel. Et là, je te le dis pas parce que c'est un cliché, je te le dis parce que c'est statistique. Et donc, ça nécessite d'aller travailler sur des ressorts qui sont plus indirectement activables par l'entreprise ou par la nôtre en tout cas. Mais on essaie de se questionner là-dessus pour renforcer encore notre capacité à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les postes à responsabilité. Maintenant, alors le chemin reste long et surtout, de toute façon, on sera sans doute jamais à 50%, mais sans doute aussi parce que ce serait une vision réductrice que de vouloir absolument être à 50% dans un écosystème qui de toute façon lui reste assez masculin. Oui. Il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus féminins, ça veut pas dire qu'ils doivent nécessairement aller sur la parité non plus. On peut quand même tolérer, accepter qu'il y ait des types d'activités qui soient un petit peu plus indiqués pour les hommes que pour les femmes et inversement. Mais il y a aussi un sujet qui est très polémique là-dessus, qui est le sujet de la discrimination positive. Se dire, est-ce que je dois faire de la discrimination positive et promouvoir plus les femmes, ou est-ce que je dois faire uniquement sur la performance indépendamment du sexe? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent là-dessus. J'imagine que vous avez aussi ce type de sujet. Ouais, mais pour des passionnés, je pense qu'il faut aussi être capable de se poser cette question-là sur tous les sujets en réalité. Enfin, en tout cas, encore une fois, au-delà du femme-homme. Malheureusement, en général, quand tu es dans un état assez déséquilibré, la mise en place de ce type de dispositif semble être une façon de mettre le pied à l'étrier et de forcer un peu le destin. Je pense qu'on le voit sur, voilà, encore une fois, bien d'autres sujets, sur le handicap, tu vois bien, il y a des réglementations là-dessus, etc. Par contre, en réalité, si on est sérieux sur le sujet, on ne peut pas se satisfaire de s'appuyer sur des quotas ou sur de la discrimination positive, parce que en fait, ce sont des pansements, ce sont des soins palliatifs. On traite pas le problème à la source. Le problème à la source, ce sont des biais cognitifs. C'est un système qui a créé des déséquilibres. Et donc, il faut aller travailler beaucoup plus profondément le sujet. C'est pour ça que, par exemple, je te citais notre formation lutter contre ses propres préjugés. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on va y arriver et qu'on fera en sorte que le sujet, c'est pas les origines, le genre ou l'âge. Il y a l'âge aussi, qui peut être un sacré sujet de discrimination. Sure. C'est les compétences. C'est ça qui compte. Mais ça, du coup, c'est-à-dire aussi, il faut le travailler avec nos clients, parce qu'il peut y avoir des biais chez eux, etc. Oui. Ok. Je voulais aller un petit peu sur le deuxième pilier aussi, du coup, qui est plus préserver la planète. Notamment, il y a un sujet très important là-dessus, enfin qui tient à cœur, j'imagine, à la plupart des ESN, c'est se dire comment réduire l'impact du numérique. On sait que le numérique a quand même un gros impact sur l'émission des gaz à effet de serre, sur l'empreinte carbone en France. C'est à peu près 2,5% de l'empreinte carbone en France. Comment est-ce que vous avez mis des choses en place là-dessus ou sur d'autres sujets d'ailleurs pour renforcer ce pilier-là? Juste par rapport au contexte, alors c'est extrêmement complexe. Parce que comme dans le numérique, il y a beaucoup de flux qui sont pas physiques, la mesure de ça est plus compliquée. Et puis quand on dit 2,5% des émissions de GES en France, ça peut être intéressant aussi de regarder quelle part de ces émissions permet d'accélérer la transition écologique par ailleurs. C'est ça le dilemme. Le problème ou à la fois la force du numérique, c'est que ça peut faire le meilleur comme le pire. C'est pour ça que d'ailleurs c'est super intéressant pour une boîte comme la nôtre de se demander au service de quoi on veut mettre nos ressources et nos compétences. Parce qu'on peut vraiment faire le meilleur comme le pire. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le troisième point important sur le contexte, c'est que c'est pas tant l'empreinte actuelle du numérique qui pose problème, c'est son caractère exponentiel qui fait que d'ici 10-20 ans, ça peut peser énormément, plus que le transport par exemple, ce qui est complètement ahurissant quand on y pense. Oui. Donc oui, ça fait un certain temps qu'on a envie d'avancer là-dessus. Alors déjà, tu es dans une entreprise Nord6 où le premier bilan carbone il date de 2007. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des ESN n'ont toujours pas fait de bilan carbone. Donc, tu vois qu'il y a un petit sujet de maturité. Je pense d'ailleurs que c'est un secteur un peu en retard par rapport aux autres secteurs global. À mon avis, mais oui. Désolé de t'interrompre. Pour la raison que je citais, c'est que il y a d'ailleurs longtemps eu cette idée reçue que le numérique c'est de l'immatériel. Et ça d'ailleurs, c'est un mot qui est assez terrible parce que incidemment, il laisse penser qu'on a peu d'impact, alors qu'en fait, il y en a vraiment. Et on commence à sérieusement s'en rendre compte. Je parle même pas des extractions de minerais et de la non-recyclabilité de la quasi-totalité du parc. Des infrastructures numériques aujourd'hui, parce que tu peux pas séparer les composants d'une carte mère à moins d'utiliser des produits chimiques qui sont hyper destructeurs pour le vivant.
Donc ça c'est vrai que ça a peut-être pas aidé parce que se saisissent en premier lieu du sujet ceux qui sont le plus exposés au risque. Bien sûr. C'est logique, voilà. Et donc nous, on a déjà une réflexion historique sur nos propres impacts. Aujourd'hui, notre bilan carbone, il est très faible, il est de l'ordre de 1,5 tonne de CO2 par salarié. C'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion. Donc ça, c'est ce qu'émet un salarié chez nous sur un an. Les seuls chiffres que j'ai trouvés d'autres acteurs du marché qui ont communiqué là-dessus, donc sans doute pas les pires, ils sont à 4,5 tonnes. Donc tu as un facteur 3, c'est énorme. Donc je pense qu'on a déjà une belle maturité là-dessus, et ça nous a notamment amené à avoir des échanges avec nos clients sur ce sujet-là depuis assez longtemps, depuis 2010-2011. Aussi parce qu'on avait créé un outil qui visait à reprendre la méthode bilan carbone, mais plutôt à l'appliquer à une prestation. C'est-à-dire on était capable de leur dire depuis 2010, voilà les impacts CO2 que vont générer nos prestations pour vous sur l'année donnée. C'est intéressant. C'est-à-dire, en gros, on allait faire du scope 3 pour nos clients, mais depuis 2010, alors qu'ils commencent à peine à le demander aujourd'hui parce qu'il y a des normes et des cadres qui les exigent. Donc voilà, et ça fait bien longtemps. Et puis après, il y a tout ce qui est lié aux prestations numériques et aux services que l'on conçoit. Donc là, ça va être des réflexions sur les infrastructures numériques. Ça va être évidemment beaucoup d'accompagnement, de formation de nos équipes sur de l'éco-conception, que ce soit demandé par nos clients ou non. D'ailleurs, ça fait 3-4 ans qu'on déploie ça par conviction, et parce que même si on a eu beaucoup de mal à le vendre historiquement depuis quelques années, on s'est dit on y va quand même. En fait, on fait notre part, et puis un jour ça deviendra attendu. C'est dur à vendre. Il y a 4 ans, tu vendais pas une prestation dédiée à ça. Il y a pas parce que c'est plus cher, parce que c'était des contraintes budgétaires plus en plus. Parce que c'est pas intégré dans la culture des équipes, du pilotage, etc. Donc nous, on a décidé de quand même former, etc., de commencer à intégrer ça dans nos propres pilotages, et puis de commencer à pouvoir le restituer aux clients. La bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus regardé et demandé. Et donc maintenant, on va jusqu'à avoir des prestations dédiées à ça. Ça peut être sur de la réalisation de services numériques, mais aussi sur l'accompagnement des équipes chez nos clients sur ces sujets-là. Et surtout d'outiller pour faire du pilotage, etc., de la mesure. Et parce qu'on a quand même cette intention de plus en plus de contribuer à des communs pour que, au-delà de nous, le monde progresse, l'écosystème progresse. On est en train de concevoir une plateforme qui devrait être rendue publique en fin d'année pour aider à calculer l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie d'un service numérique. Et ça, on va le rendre accessible à toute entreprise, quelle qu'elle soit, parce que on le fait déjà chez nous, mais on veut pouvoir le rendre accessible à d'autres entreprises pour que voilà, tout le monde progresse. C'est-à-dire l'analyse du cycle de vie, pardon ? C'est pas uniquement considérer les émissions de carbone sur l'année donnée, c'est de regarder plus largement, et c'est vachement intéressant, quels sont les différents impacts, mais surtout depuis l'intention de conception du service, les choix fonctionnels, la façon de faire de la recette, les méthodes de conception, de développement, et donc d'avoir un regard beaucoup plus global sur l'impact du service, parce que je donnais un exemple très concret. Pendant un certain temps, l'éco-conception numérique, ça a beaucoup été on compresse des images. Sauf que si tu compresses des images pour des services qui servent à rien ou pour des étapes d'un parcours numérique qui pourraient être évitées, ça n'a aucun sens. Pardon, mais tu pisses dans un violon, quoi. Alors que si tu dis dès le départ, est-ce que ce service est vraiment nécessaire ? Si oui, quelles sont les fonctionnalités qui sont vraiment attendues par les utilisateurs et qui sont pas des lubies de services internes de l'entreprise, qu'il faut absolument aller vers ce truc-là. Et que donc tu ne réalises pas tout court une partie du service, c'est là que tu as des vrais impacts positifs. C'est de l'évitement, c'est du renoncement, on pourrait dire, mais ça veut dire surtout que tu fais quelque chose de bien meilleure qualité, qui répond beaucoup plus précisément et spécifiquement aux besoins principaux des utilisateurs finaux, et que tu vas beaucoup mieux allouer tes ressources parce que tu vas pouvoir faire de la meilleure qualité sur le périmètre qui va être retenu, tu vas faire de la vraie conception, éco-conception, et donc le cycle de vie global de ton service, parce qu'il y aura moins de maintenance derrière, il sera bien meilleur. D'accord. Alors je comprends que tu puisses restreindre le périmètre fonctionnel d'une application, et du coup ça te fait moins usine à fonctionnalité, et du coup t'es plus efficient. Exactement. Et du coup ce que je comprends, c'est au moment de développer ce périmètre fonctionnel réduit, là encore, t'as des techniques qui te permettent d'avoir un code qui tourne et qui consomme moins d'énergie. Il y a des choses comme ça que vous avez mis en place. Oui, mais je peux te donner un exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des services numériques accessibles à 3h du matin tous les jours de l'année? Donc c'est marrant, mais personne s'est jamais posé la question. Aussi parce que les fournisseurs de services et d'infrastructures sont globalement plutôt dans une logique boulimique. Regarde nos accès Drive t'as forcément un compte chez un géant du numérique en Drive. Et il te fait passer de 10 gigas à 100 gigas à 1 téra comme ça. Parfois, il te demande même pas ton avis. Il dit bonne nouvelle, on vous upgrade. Les fournisseurs mobiles aussi, d'ailleurs. Donc, mais est-ce qu'on en a besoin ? Et est-ce qu'on a besoin d'y avoir accès à toute heure de la journée, y compris de la nuit ?
Peut-être qu'on peut couper certains serveurs, certaines infras la nuit, parce que de toute manière, elles sont pas utilisées. Et nous, comme en plus, notre cœur de métier, c'est quand même de faire des logiciels métiers, l'informatique de gestion, du back-office. Il est évident que les équipes chez nos clients, ils sont pas à 3 heures du matin en train de gérer du service. Donc, tu vois, c'est tout bête. Mais rien que ça, déjà, ça peut jouer. D'accord. Mais il faut créer une culture pour se poser ces questions-là. On l'a fait chez nous, déjà, sur nos propres applis internes, on l'a fait. Et donc maintenant, nos équipes commencent à dire, tiens, et si on allait commencer à discuter de ça avec nos clients? Mais parce que ce qui est vachement intéressant avec tout ça, c'est que en faisant de l'écologie, on peut faire des économies. Et évidemment, c'est là que ça devient un argument massu. Parce que si on fait juste de l'écologie, c'est bien beau, mais aujourd'hui, ça convainc pas grand monde. La réalité, c'est que ça ne convainc pas grand monde. Parce que notamment dans les directions informatiques, la plupart des personnes en place décident en fonction de pilotage de coûts. Et donc, si tu leur dis, si on voit un peu le périmètre, ça peut peut-être coûter un peu moins cher, il y aura moins de maintenance derrière, ça va pouvoir aussi desservir peut-être plus de devices, donc vous allez être plus compatible nativement avec un ensemble de devices chez vos utilisateurs finaux. Donc ça va aussi permettre de pérenniser un parc numérique qui n'aura pas besoin d'être renouvelé tous les 2-3 ans, y compris sur vos métiers, etc. C'est vachement intéressant. C'est là que ça devient un argument, et c'est là qu'on commence à avoir de l'écoute. Donc il faut souvent d'ailleurs associer, et ça c'est vrai dans tout, un KPI écologique avec un KPI économique. J'ai complètement changé de dimension pour te donner un exemple qui est assez intéressant. C'est que si tu prends aujourd'hui des entreprises qui développaient des produits écolos, il y a une marque que j'aime bien, c'est Veja. J'aime bien parce que c'est l'exemple que j'aime bien. Veja, pendant longtemps, ils ont voulu faire une chaussure super écolo. Très bien. Mais pourquoi les gens achètent des chaussures? En premier lieu, à part des écolos puristes qui se fichent d'avoir mal aux pieds ou d'avoir un truc peu design. C'est justement ça, c'est d'avoir un truc confortable et design. Et donc déjà au début ils avaient évidemment adressé cette question-là, sinon ils seraient fous, mais sans doute pas suffisamment. Et le jour où ils ont vraiment mis les moyens, en plus de la dimension bien plus vertueuse de leurs chaussures, sur la dimension design et confort, ils ont explosé en termes de vente. Parce qu'ils répondaient à la raison première pour laquelle les gens achètent des chaussures, et en plus, ils avaient une proposition de valeur sur le marché qui de loin dépassait ce qu'étaient capables de faire les autres en matière d'engagement environnemental. Voilà, ils ont tout compris. Non, c'est intéressant, et ce que tu dis sur le fait de le lier à une nécessité économique, c'est intéressant, mais tu disais au début, c'était difficile de convaincre les clients sur l'éco-conception. Pourquoi, du coup, si tu arrives justement à trouver ces arguments de réduction de coûts et d'intérêt économique, c'est quoi les freins qu'il y avait de la part des clients? Déjà, c'est qu'on n'avait pas assez de preuves chiffrées de ce que ça pouvait générer en termes de gains. Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore fait ça. T'avais pas cet argument encore de la réduction de coûts. J'avais l'intention et l'idée, mais j'avais peut-être pas encore assez de preuves pour dire regarde, ça marche. Et puis heureusement notamment la question du dérèglement climatique faisant son chemin, de plus en plus de gens se rendent compte qu'il est sérieusement temps de traiter la question et qu'il y a de plus en plus de risques inhérents à tout ça, notamment sur la stabilité des services, sur le coût des infrastructures, l'explosion des prix de l'énergie. Tu te doutes bien que ça a aussi une incidence assez forte sur la considération de tous ces gens-là dans le pilotage des coûts. Bien sûr. Voilà. C'est un mal pour un bien, quoi. Vous êtes aussi aidé par le contexte. Il faut aussi passer par là, c'est que parfois c'est un élément de contexte extérieur à ton propre univers qui fait que ça te donne un coup d'accélérateur, que ça met en lumière l'inefficacité totale de certains de nos systèmes dans le monde économique. Et ça pouvait être sur la consommation d'énergie en bien des aspects, dans le bâti aussi, par exemple. Mais ça peut être sur d'autres aspects aussi, en termes de gestion de prévision de compétences, de staffing, pour prendre des sujets que toi tu travailles beaucoup. On sait qu'on a des gros gains d'efficacité à aller chercher. Là où peut-être pour en revenir à la perma entreprise, ça devient très intéressant, c'est que tu as une volonté constante d'adresser ces dimensions ensemble. Et donc là aussi, c'est un gain d'efficacité au final, parce que tu les considères dès le départ ensemble, plutôt que séparément de temps en temps, et ça c'est très inefficace. Oui, justement, je crois que tu voulais prendre un exemple qui prenait en compte ces 3 piliers. Ouais, on peut en prendre un ou deux, on peut en prendre un très spécifique à nos métiers, puis peut-être un qui peut parler à toutes les entreprises. En fait, la vraie nouveauté avec le modèle PERMA, c'est au-delà de prendre soin des humains, de préserver la planète et fixer des limites en redistribuant les richesses par ailleurs. Il y en a 3, mais le dernier, c'est vrai qu'il est en deux composantes, c'est que tu veux vraiment les considérer conjointement. C'est indissociable. Et ça change tout. Parce qu'en fait, historiquement, ce que font les entreprises, c'est quoi? C'est qu'elles disent, moi, je suis là pour faire du profit. Et puis, tiens, je vais prendre un peu soin des humains et je vais préserver un peu la planète. Mais souvent, c'est aussi parce que il y a un opportunisme économique derrière ça. Une caricature, c'est tiens, si mon siège social que je construis, je citerai pas la boîte qui a fait ça, mais elle est un peu connue. Et si je foutais les logements sur place,
Comme ça, je vais améliorer la qualité de vie de mes salariés. Est-ce qu'ils auront moins de trajets? En réalité, la conséquence de ça, c'est qu'ils passent plus de temps au bureau. Voilà, mais et c'est chiffré, hein, mais voilà, c'est une boîte de la tech aux US qui a fait ça, par exemple. Bon, ou tiens, là dans la mobilité, tu vois, tous les véhicules hybrides, tout le monde se met à faire des SUV hybrides. Alors oui, ça peut être intéressant, mais c'est une aberration si tu essaies de vendre un SUV hybride à tous les citoyens de ce pays, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un SUV et que jusqu'à preuve du contraire, sur tout le cycle de vie, c'est pas si mieux que ça. Voilà. Hein, et ça pareil, c'est chiffré. Hein. Donc il faut considérer les trois conjointement et de façon indissociable. Donc si je dis ça, ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire que lorsque j'ai un potentiel projet à réaliser pour un client ou un prospect, eh ben on regarde prendre soin des humains, intérêt technique, conditions de travail. On peut regarder aussi finalité pour les humains du développement du service. Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que c'est attendu? Est-ce que ça apporte un bénéfice social ou environnemental? Si je prends la dimension planétaire, justement, bénéfice environnemental ou pas, c'est-à-dire amélioration de l'offre par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Est-ce que c'est un service dédié à la transition écologique? Quels sont les impacts environnementaux que va générer ce service, etc. Et puis fixer des limites, en fait, notamment, et là je peux y associer donc la finalité de notre raison, avec notre raison d'être, hein, notre mission d'entreprise, qui dit qu'on veut concevoir avec une préoccupation humaine et éthique, les trois éthiques du modèle PERMA, concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces afin de contribuer à une évolution positive du monde. Ça, c'est la finalité de l'entreprise, donc on l'a décliné derrière pour que ça puisse être un peu plus regardé de façon spécifique par les équipes dans l'entreprise. Et donc, avec ça, on définit de plus en plus d'outils pour décider si on va ou pas sur des projets. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que pour donner un exemple sur la mise en œuvre des trois éthiques conjointement, notamment nos outils pour les commerciaux sont déclinés de ces trois éthiques-là, pour de plus en plus définir si on va ou pas sur un projet ou un prospect. Et ça a pu donner lieu à des décisions de ne pas y aller. Et ça a pu être lié donc à des renoncements pour des raisons environnementales, ça a pu être lié pour des raisons fiscales, parce qu'on avait un prospect où on avait des gros doutes sur sa politique fiscale, c'est-à-dire qu'il avait des sièges sociaux dans des pays assez peu regardants de la façon dont les flux financiers se font. Et donc nous on s'est dit partage des richesses, c'est au cœur du modèle PERMA, lui joue pas le jeu, donc nous on n'y va pas. En gros. Ça a pu être lié pour des questions humaines aussi, parce qu'on sentait des pratiques managériales assez toxiques chez un prospect. Au dernier moment on a décidé de pas y aller. C'était vraiment au moment de signer le contrat avec la patronne de cette boîte en plus, donc c'était assez marquant pour elle. Voilà, mais ça a pu toucher à plein de dimensions. Et je te dis ça, donc on a pu renoncer par exemple sur un de ces cas-là à 20% de croissance sur l'année donnée pour une de nos agences. Donc c'est énorme. Les acteurs historiques du monde économique, tu dirais, mais vous êtes complètement fous. Non, parce que au final, ça nous a permis déjà de savoir pourquoi on est là et de l'expliquer à nos équipes qui sont d'autant plus fiers de ça. Ça nous a sans doute évité pas mal d'emmerdes à gérer a posteriori. Parce que on a aussi des gens qui viennent chez nous pour l'engagement. Donc si tu leur dis après, va faire le contraire, tu te doutes bien que ça marche pas longtemps. Et puis surtout, ça nous a permis de dire où souhaite-t-on allouer nos ressources pour être plus efficaces au service du projet d'entreprise. Et donc aujourd'hui, chez nous, tu as un développement important de l'activité dédiée à la transition écologique, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui développent ça chez nous. Et qui le développent parce qu'on considère que c'est une bonne raison de continuer à développer l'entreprise. On travaille aussi beaucoup dans le domaine de la santé, avec des acteurs publics, avec l'assurance maladie, des caisses de retraite, des mutuelles. Tu vois, donc tout ça concourt au fait que la mise en œuvre des trois éthiques conjointement, c'est hyper intéressant. Et puis si je prends un exemple un peu plus particulier, c'est qu'il y a quelques années, donc on a mis en place un plan épargne entreprise. Donc là, je sors du cœur de métier numérique, ça peut être chez n'importe quelle boîte. Et donc ça, c'est une façon de redistribuer nos richesses. Et puis, on a commencé à se demander comment était utilisé l'argent par des fonds d'investissement dans lesquels il était placé. Et on s'est rendu compte que bien souvent, ça n'était pas très favorable au fait de préserver la planète. Et donc, ce qu'on a fait pour traiter les trois éthiques conjointement, c'est qu'on a dit aux salariés, on vous propose de faire évoluer le plan épargne d'entreprise. On va le co-construire ensemble. Donc, c'est un projet qui a été porté par le CSE chez nous. 2, on va essayer de regarder pour que les fonds qui seront proposés demain soient bien mieux disants pour préserver la planète. Et 3, on vous propose de changer un truc qui va vraiment permettre de prendre soin de l'humain. C'est que on va travailler à ce que désormais ce plan épargne d'entreprise soit le même pour tous les salariés. C'est-à-dire qu'il sera plus indexé sur le niveau de revenu. C'est que tout le monde est le même, parce que tout le monde contribue à l'effort collectif pour que l'entreprise soit pérenne. Donc tout le monde doit bénéficier du même niveau de rétribution pour ça, au-delà du salaire. Et donc tu vois, on a partagé des richesses, on a fixé une forme de limite
à la façon dont utiliser les fonds impacte notre argent. On a pris soin de l'humain parce que équité et éco-construction avec les salariés, et préserver la planète parce qu'on a redirigé vers des fonds à impact environnemental. Parce que c'est assez rare ça de la non-indexation sur le salaire du plan épargne. Bah en tout cas c'était chez nous c'était construit comme ça historiquement. Je pense que c'est souvent comme ça dans les boîtes et voilà. D'accord. Et on était heureux parce que en plus c'est une décision collégiale de salariés dont certains allaient y perdre que de dire ok on va vers l'équité dans la redistribution de cette richesse là. Et je reviens sur l'exemple précédent sur la renonciation à certaines missions. Comment ça se passe en interne? C'est le commercial qui discute avec la direction. Vous avez un comité pour vous dire ah là on y va, là on n'y va pas. Alors sur les tout premiers cas, on a un conseil éthique qui a été créé en 2018 pour pouvoir adresser ces questions-là, mais de façon assez complexe, parce que c'est très complexe. C'est une question qui est très très épineuse. De savoir renoncer, c'est pas simple. Mais surtout pour qu'on le fasse quand on avait l'intention de le faire pour les bonnes raisons, et surtout qu'on le documente beaucoup. Le rôle du conseil est de recommander au comité de direction une décision à prendre, une orientation à donner. Et donc, c'est ce qui a permis notamment de traiter les premiers cas très complexes autour de ça, et de donner beaucoup de matière à réflexion et à décision. Et puis, en fait, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est qu'on veut créer la capacité, et cette capacité-là chez tout le monde, donc notamment chez nos directions d'agence et chez nos commerciaux, pour qu'on puisse préévaluer les risques éthiques au développement commercial, à la réalisation d'un projet. Et donc en fait, on a de moins en moins de problèmes parce que de plus en plus, tout un chacun a su s'en saisir. Et donc le cas, par exemple, le renoncement fiscal n'a pas fait l'objet d'une longue instruction du conseil éthique. Ce sont les personnes en charge qui ont dit, en fait, on le sent pas. Et puis il y avait d'autres paramètres à côté, donc on n'ira pas et on va trouver d'autres relais de développement qui nous semblent être plus justes au regard de notre finalité, c'est-à-dire au regard de notre raison d'être. Et sur le risque environnemental, qui était un des premiers risques que tu donnais pour se dire je renonce à une mission. Là, j'imagine qu'il peut... Alors, déjà, ces risques environnementaux, c'est l'impact ou l'empreinte carbone de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise, ou c'est l'empreinte que vous allez avoir avec votre produit, c'est les deux? Ça peut être les deux, mais dans le cas présent, c'était surtout le fait que le logiciel, l'application qu'on allait concevoir, allait permettre à ce client de maintenir une activité très intensive en CO2. Ok. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que notre rôle en tant que ESN, avec cette raison d'être là, c'est pas de lui dire on veut pas travailler avec des gens comme vous. C'est de dire notre rôle, c'est de vous aider à accélérer une forme de transition de votre modèle d'affaires, de vos activités, pour accélérer la transition écologique. C'est ça notre rôle. Donc très heureux de discuter avec vous de projets qui pourraient nourrir ça. Pas celui-ci. Mais pas celui-ci. Celui-ci, si vous voulez vraiment le faire, allez voir ailleurs. En plus, on est sympa, on donne de la croissance à des concurrents. Effectivement. Ouais. Et ça, ça, j'imagine que c'est sujet à débat. Là, ça, de se dire, juger l'impact. Ça a pu être sujet à très gros débat. Surtout que ça, c'était le tout premier cas qu'on a instruit. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui a suscité, au-delà d'une certaine incompréhension pour des personnes au départ, et c'est normal, largement une sorte de fierté chez nos équipes de dire ah ouais, on est capable de faire ça. Et surtout, ça nous a permis de créer un précédent pour bien mieux outiller la réflexion et la diffuser plus largement. Encore une fois, à terme, tout ça, ça va nous permettre d'avoir des projets qui répondent pour la très très grande majorité à l'affinité de l'entreprise pour laquelle les gens nous rejoignent ou restent chez nous, et donc d'avoir beaucoup moins de problèmes pour staffer des gens sur des projets, de savoir pourquoi on se lève le matin, de donner du sens à notre existence individuelle et collective, de se sentir utile pour une société qui a vraiment besoin de projets qui soient au service des humains et qui préservent la planète. Donc tout ça, à mon sens, fait qu'aujourd'hui, Norcis est une entreprise qui, même en des temps complexes, parce qu'il y a eu une crise sanitaire, géopolitique, énergétique, etc., j'ai entendu parler de polycrise dans certains lieux, Norcis est resté très stable, très résilient. La croissance est restée relativement stable, nos data, qu'elles soient humaines, environnementales, économiques, sont restées vraiment hyper stables, ce qui est absolument fou par les temps qui courent. Et donc ça, c'est aussi une sérénité qu'on apporte, qui, je crois, a de plus en plus de valeur. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi sur les secteurs. Tu disais que vous travaillez beaucoup dans la santé notamment. Est-ce que tu as l'impression que votre positionnement et vos convictions fortes vous font aller sur des secteurs d'activité plus que d'autres, notamment la santé? Alors la santé, c'est historique. Ça fait 25 ans qu'on travaille pour des acteurs comme l'assurance maladie ou des caisses de retraite, si tu veux. Donc ça, c'est pas nouveau. La transition écologique est arrivée plus récemment.
Je pense que c'est une suite logique de l'histoire pour nous, mais encore une fois, on n'a pas vocation à bosser que dans la santé ou la transition écologique. On a des acteurs dans le secteur bancaire, dans le retail, et on a des super projets avec ces acteurs-là parfois, des équipes très contentes de le faire. Donc le but, c'est plutôt d'aligner progressivement les projets et la finalité des projets pour qu'on mette le numérique au service d'une société qui est plus juste et plus vertueuse. Voilà, c'est ça notre rôle. Et donc, les potentiels pour demain, ils restent énormes, surtout vu tout ce qui est engagé, et avec la conviction que si on le fait bien, le numérique peut être bien plus utile que néfaste. Or, depuis 20 ans, dans le numérique, il y a des choses qui sont extrêmement néfastes, parce qu'on a créé une société de l'attention que le numérique complètement contribué à créer, ou parce que il y a un caractère très bolimique et exponentiel aux impacts du numérique, parce que toujours plus de data, toujours plus de flux d'infos, toujours plus de vidéos, toujours plus de 4K, voilà. Je m'arrête là. Ouais, donc c'est ça, se fixer des limites, c'est développer des produits pour un besoin et pas être dans le matérialisme trop fort. Savoir renoncer à des clients où on n'y croit pas, c'est ça, se fixer des limites. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de bon sens, parce qu'attention, ne tombons pas dans le cliché de, tu sais, des Amish, pour reprendre une expression devenue célèbre, où en fait, on voudrait concevoir un numérique avec des interfaces des années 80, quoi. C'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est réussir à définir, et collectivement, avec nos clients, avec nos parties prenantes, les usages qui semblent être utiles et nécessaires, et ensuite les concevoir de la bonne façon. Parce que on peut mettre de la vidéo, et on peut mettre de la vidéo très haute résolution dans certains contextes parce que c'est si prête et que c'est nécessaire. Par contre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des vidéos très haute résolution quand on a un site web qui est consulté pour 80% sur du mobile, où clairement un 720p par exemple, ça suffit largement. Tu vois, c'est en fait il y a beaucoup de bon sens derrière, parce que derrière, à terme, ce sera des économies de coûts, ce sera moins d'hébergement, ce sera moins de flux de données, moins de data consommée, etc. Et que là, on est dans une phase exponentielle du numérique, mais on risque d'avoir quelques contraintes qui vont faire que petit à petit, on va peut-être avoir intérêt à vraiment se poser ces questions-là, y compris pour la pérennité des services qu'on conçoit. Et donc du coup, vous faites de plus en plus de conseils, ce que tu me disais. Est-ce que le fait justement que vous soyez expert là-dessus, sur la perma-entreprise, ces choses-là, vous pousse à faire un peu moins en pourcentage de développement d'applications et à faire plus de missions de conseil justement pour accompagner les entreprises dans cette transformation? Alors, il y a un truc qu'on n'a pas précisé tout à l'heure quand tu m'as demandé de définir le modèle perma-entreprise, c'est que on a fait un renoncement qui pour moi est un renoncement fort, qui peut illustrer et nous permettre d'incarner le modèle, mais dont surtout je suis très fier. C'est que nous, on est une entreprise de services numériques, on n'est pas un cabinet de conseil en transformation durable des organisations. Pour autant, c'est mon ancien métier. Donc la question s'est vraiment posée de se dire, tiens, cette invention avec le modèle perma, dont aujourd'hui des dizaines d'entreprises nous disent que ça fait gagner en efficacité, ça fait vraiment converger RSE et business. La définition que je te donnais tout à l'heure, c'est vraiment issu de l'expérience qu'on nous retourne. On aurait pu en faire une activité de conseil. Et on a fait un choix qui est de dire non, en fait, si on veut vraiment contribuer à une évolution positive du monde, pour reprendre le bout de raison d'être que je t'ai cité tout à l'heure, qui conclut la phrase, en fait, il faut qu'on le partage. Et donc, on a fait un livre dans lequel tu retrouves à la fois l'inspiration de la permaculture, notre vision du rôle de l'entreprise, mais surtout une méthode pour le mettre en place. Donc aujourd'hui, n'importe qui, ceux qui écouteront le podcast, peut-être, peuvent aller consulter le livre et voir comment on a fait pour le mettre en place chez nous, avec une méthode. C'est très outillé, hein. Il y a des étapes, des tableaux, des personnes à mobiliser, etc. pour que n'importe quelle autre organisation, et je dis bien organisation, puisse s'en saisir. Parce qu'aujourd'hui, tu as des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui le font, qui l'ont fait. Il y a 12 000 bouquins qui ont été écoulés sur la première édition, à tel point que l'éditeur nous a demandé d'en faire un deuxième, qu'on a enrichi avec des témoignages notamment de dirigeantes et de dirigeants qui l'ont appliqué, y compris dans le numérique. Mais il y a aussi des associations, des fondations qui ont commencé à repenser leur stratégie d'organisation pour bien faire converger leur viabilité économique et leur caractère social ou environnemental. Alors ça me fait une excellente transition, parce que je vois que l'heure tourne, vers la dernière question qui est de se dire, je suis un dirigeant de SN, historiquement pas très porté sur ces sujets-là. Ouais, j'ai envie de faire bouger mon business, avoir un impact plus fort socialement parlant, écologiquement parlant. T'as plein de possibilités devant toi. Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme 2-3 premières actions pour cette personne-là, pour pas qu'elle soit perdue dans toutes les initiatives possibles? C'est sûr que parfois on peut se retrouver ou avoir un peu le sentiment qu'on est face à l'Everest là quand on veut se lancer là-dessus, mais en réalité aucune entreprise est totalement irresponsable, ne fait rien. Il y a énormément d'entreprises qui font plein de belles choses. Par contre, c'est pas toujours, outillé, structuré, reporté.
Et ça, c'est très vrai, notamment dans les PME. Nous, on a beaucoup de PME qui viennent au modèle PERMA parce que justement, elles ont enfin un cadre méthodologique très accessible par son coût et par le fait que la méthode, elle est pas extrêmement complexe, pour mettre en place quelque chose efficacement. Et c'est vraiment, encore une fois, ce mot-là, je pense, qui est la clé. Donc déjà, je dirais, en fait, alors sur le modèle PERMA, et je suis convaincu que c'est une bonne source, il y a des ressources qui sont en ligne qui permettent aussi, avant le livre, de commencer à se dire, tiens, plus concrètement, c'est quoi ce modèle, au-delà des 3 éthiques, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a plein de choses qu'on n'a pas citées là, mais en tout cas, il y a des formats qui existent sur le alors notamment le site dédié, mais peut-être qu'on pourra mettre une ressource associée au podcast. Je sais pas si vous faites ça, mais je pourrais si on pourra t'en donner. Après, je pense, pour moi, il y a 2 choses importantes quand on veut initier une démarche là-dessus. C'est que il faut une vision, c'est-à-dire il faut un cap à long terme qui explique bien aux équipes et aux parties prenantes ce qu'on cherche à faire. Ça, aujourd'hui, ça s'appelle notamment une raison d'être. Et ça tombe bien dans le modèle PERMA. La première étape, c'est de créer la raison d'être avec les équipes. Parce que sinon, on navigue un peu trop à vue. Mais c'est comme quand tu veux piloter une boîte, quoi. Il faut une vision. Faut inspirer, faut créer une force d'entraînement. Bah, c'est pareil, sauf qu'au lieu de le faire que pour des raisons économiques ou business ou purement métier, tu le fais en associant la dimension sociétale. Pourquoi on est utile? Pour quelles raisons on se rend utile au monde? La deuxième chose, c'est qu'il faut des premières actions, des premiers petits pas pour montrer que cette vision-là, c'est pas un coup de flûte où voilà, tout d'un coup le monde est formidable et on a tout sauvé, mais montrer qu'on a une intention réelle et sincère parce qu'on fait des premiers pas. Et donc là, il y a un champ des possibles qui est hyper vaste, mais peut-être pour prendre l'exemple d'un autre dispositif qu'on a cité tout à l'heure qui est Bicorp, c'est que par exemple Bicorp, tu peux créer un compte et voir l'ensemble des points qui sont mesurés, notamment sur le modèle économique. Donc là, c'est une super source d'inspiration pour se dire tiens, peut-être que moi mon sujet ça pourrait être de commencer à réduire les écarts de salaire. Peut-être qu'on pourrait créer une communauté environnementale avec des salariés motivés, sans forcément beaucoup de moyens, mais pour qu'ils aient un espace pour parler de ça, faire des choses ensemble autour du sujet, et que ça génère de la prise d'initiative. Tiens, peut-être que moi, mon sujet, c'est plutôt d'aller questionner la quantité de déchets qu'on génère et comment on pourrait réduire. Et ça, tout ça, de le définir avec les équipes, les faire voter, c'est hyper, hyper intéressant. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça crée de l'adhésion, ça crée de la fierté, ça crée de la force d'entraînement. Et puis ça permet aussi, et c'est pour ça que je parlais de petits pas, de pas tout de suite se lancer dans les grandes manœuvres qui font peur, mais plutôt de créer de la confiance, y compris pour les directions, qui elles ont besoin d'être confiantes sur le fait que ça va pas trop venir cannibaliser la capacité à délivrer le boulot qu'il y a à faire pour être viable économiquement. Parce que là, tout ça, ce qu'on se dit, c'est bien beau, mais si on n'est pas viable économiquement, de toute façon, ça survit pas. Ouais, c'est intéressant. Donc vous avez, parmi toute cette liste d'initiatives pêle-mêle, et on peut pas toutes les faire, vous avez fait voter vos salariés en interne sur les... Ouais. Dans le cadre de la démarche PERMA Entreprise, quand il y a 4 ans, on s'est réinventé autour de ça. On a décidé que notre feuille de route stratégique, elle serait en partie définie par les équipes. Donc on a travaillé déjà avec un collectif sur la structure de cette stratégie. Mais ensuite, on a fait choisir les salariés sur les premières actions qu'on mènerait, parmi un choix assez large. Mais même en fait, on les a fait voter sur des projets. Et ensuite, ils pouvaient nous aider à nourrir la réflexion sur c'est quoi les actions concrètes derrière. Qu'on a retravaillé avant de les faire voter pour dire 10 actions, les 3 premières qu'on fait, ce sont lesquelles. Donc ils ont vraiment activement contribué à la définition de la feuille de route. Et ça, c'est un gage de succès pour la conduite du changement, pour la mobilisation. C'est pour ça que j'en reviens à l'efficacité, parce que derrière, dans ton déploiement, mais y compris sur des sujets métiers, puisque la PERMA, c'est pas que les trucs RSE à côté, c'est vraiment business et RSE ensemble. On a créé une super force d'entraînement, une mobilisation importante. Donc la conduite du changement a été déjà très bien entamée avant même de réellement déployer le bazar. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. Non, mais très bien. Donc, si dirigeant de SN retenait raison d'être, on regarde, c'est une façon de faire, on regarde potentiellement Bicorp pour voir se donner des bonnes idées, quitte à faire le label, mais. Plein de bonnes idées, il y a des et puis derrière, on fait voter, Non, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Pour dire, en fait, qu'il y a énormément de ressources qui sont notamment pour définir ou pour identifier des idées. Il y a plein de ressources qui existent. Alors j'ai cité Bicorp, nous la PERMA c'est plutôt la méthode globale, mais il y a d'autres choses. Suffit de s'intéresser un petit peu aussi par exemple à des communautés, et dans Bicorp il y en a une assez large, mais il y en a d'autres, des communautés autour de la RSE, etc., des podcasts comme celui que vous proposez, et il y en a d'autres qui permettent aussi de se nourrir. Mais je pense que partir des équipes sur des sujets comme ça peut être une très très bonne idée pour les rendre actrices dès le départ, et elles seront d'autant plus actrices par la suite.
Ok, bah merci beaucoup. Écoute, Thomas, de toutes ces réponses. J'espère que, en tout cas, ça a pu en inspirer certains. Ah bah ça, c'est l'avenir qui nous le dira, on le sait pas encore. On verra, effectivement. Et merci encore. Merci à toi. Et puis à Avec bientôt, plaisir. j'espère. Ouais, à bientôt. Merci. Salut. Salut.